Est-ce que vous avez dû effectuer des recherches pour mettre au point une telle intervention qui est basée sur une expérience parfois controversée de l'étranger? Oui, il y a un axe de travail qui est double. Le premier qui, je pense, est très important à rappeler, c'est l'évolution et la maîtrise de toutes les techniques d'imagerie qu'on peut utiliser en matière de médecine fœtale. Parce que les choses ont beaucoup progressé dans les dernières années et on arrive à mieux caractériser les cas sur le plan anatomique. C'est un point très important et je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Euh, la deuxième partie de la réponse concerne la chirurgie fœtale et clairement l'expérience que mon groupe a acquis et dans les dernières années beaucoup avec le groupe de Michel Zera autour de la chirurgie fœtale chez l'animal nous a beaucoup servi pour pouvoir mettre au point ces premières interventions en France. C'est une première dans notre pays, mais c'est une technique qui est comparable sur le plan chirurgical à la technique américaine. Il n'y a rien de nouveau. La nouveauté, elle est dans la préparation des femmes, dans le protocole d'anesthésie et dans le traitement qu'on donne aux femmes en cours d'intervention pour éviter les contractions utérines. Et ça, c'est un protocole qui est totalement franco-français puisque les médicaments qui sont utilisés aux États-Unis ou en France, à la fois pour l'anesthésie générale et pour obtenir un bon relâchement utérin, sont complètement différents. Donc ça, c'est une recette qui est française et qui, je crois, après les 3 premiers cas, a montré son efficacité puisqu'on a pu opérer et M. Zera a pu faire la réparation prénatale des myéloméningocèles dans un grand confort avec un bon résultat pour les premiers cas opérés. Comme on dit toujours, la chirurgie fœtale, c'est de la chirurgie materno-fœtale. Oui. Et donc on a dans la balance le risque obligatoire qu'on impose aux mères et le bénéfice attendu pour les fœtus. Et ce qui fait pencher la balance, c'est quand les couples estiment que le risque pour leur couple, c'est-à-dire le risque pour la mère, devient raisonnable, parce qu'il n'est jamais nul, mais devient raisonnable par rapport aux bénéfices qu'on peut attendre pour leur fœtus. C'est complexe. Ah oui. Et il y a une chose qui, je trouve, hein, mais Michel, tu me diras ce que tu en penses, qui ressort beaucoup dans les entretiens qu'on a avec les parents. Ce qui arrive vraiment en numéro 1, c'est la volonté d'apporter une protection au cerveau de ce fœtus. C'est très important. Je crois que les gens ont conscience que... L'intégrité intellectuelle est très Absolument. importante. On espère bien sûr une amélioration sur le plan moteur, clairement, on l'espère, on la souhaite, ça a été démontré dans d'autres pays, cette amélioration. Mais avant toute chose, les parents ont conscience que cette intervention va donner plus de chances à ces enfants en termes de développement, d'acquisition, d'autonomie dans leur vie future. Ça, je crois que c'est un point très très important. On a maintenant des résultats qui sont extrêmement solides dans toutes les équipes dans le monde qui font cette chirurgie par rapport au carré à l'hydrocéphalie. Et nous, notre grande surprise quand on a commencé à faire cette chirurgie-là, c'est de voir que le carré et l'hydrocéphalie disparaissaient en quelques jours. C'est-à-dire que c'est pas quelques semaines. C'est que le carré et l'hydrocéphalie ont jusqu'à maintenant, et on retrouve ça dans la plupart des équipes, disparu en quelques jours. Et sur le pronostic moteur et sphinctérien, comme vous l'avez exprimé, je crois que sur un myéloméningocèle maintenant, on est capable de faire un pronostic moteur et sphinctérien sur l'analyse justement de l'imagerie qu'on a en anténatale. Donc on peut dire aux parents, de l'analyse qu'on a à l'heure actuelle sur l'imagerie anténatale, c'est un enfant qui marchera avec une paralysie au niveau des pieds et qui nécessitera un petit appareil, ou qui marchera simplement avec un gros appareil, ou qui ne marchera pas. On est capable de dire ça maintenant sur les imageries. À partir du niveau lésionnel et de l'analyse du niveau lésionnel. Et inclus à ces problèmes de marche, les problèmes sphinctériens. Et donc, la seule chose qu'on puisse dire au couple, c'est de dire que l'expérience actuelle des gens qui font cette chirurgie font dire qu'on peut gagner, alors on dit en moyenne 2 niveaux, et donc on explique aux gens que si le pronostic était marche avec un petit appareil, on pouvait espérer une marche en petit appareil. Si c'était une marche avec un gros appareil, on pouvait revenir avec une marche avec un petit appareil. Donc on peut être assez précis dans ce qu'on dit. Avec pour l'instant un pronostic sphinctérien qu'on est obligé de laisser sombre parce que c'est les dernières racines qui sont incluses. Mais on a une marge d'incertitude qui est en train de se réduire par rapport au discours qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Vous interrogiez sur quelles sont les situations où vous n'opérez pas. Et donc, M. Zera disait, finalement, les cas où on n'opère pas parce qu'il y a une contre-indication,
sont minoritaires par rapport à la volonté des couples. Mais il y a un autre facteur qui est très déterminant aussi sur le fait de ne pas opérer, c'est des femmes qu'on va voir trop tard dans la grossesse. Parce que si les mamans nous sont adressées trop tard, le temps de faire cette information, qu'elles, a fortiori si elles doivent se déplacer de région, fait qu'il faut impérativement opérer avant 26 semaines. Pourquoi on met cette barre? Parce qu'on considère que passé cette barre de terme, il n'y a plus de bénéfice à faire cette chirurgie. Et donc finalement, si vous voyez, on met sur la table tout ce qui va, entre guillemets, empêcher la chirurgie. On a vu que des contre-indications, en particulier maternelles, vont être très minoritaires. Ça va être beaucoup le choix des parents de ne pas se lancer dans cette chirurgie, et plus encore, ou très souvent en tout cas, des femmes qui vont avoir un diagnostic un peu tardif et qui vont venir nous rencontrer un petit peu tard pour organiser cette chirurgie. Donc l'idéal pour vous, c'est entre 20 et 26 semaines. C'est bien de les voir très avant 26 semaines. Oui, bien sûr, mais la fenêtre, c'est entre 20 et 26 semaines. Quand un diagnostic est suspecté ou fait à l'écho de 5 mois, vers 22 semaines en moyenne dans le pays, alors il faut que l'information soit faite dans les jours qui suivent et que très rapidement on puisse voir ces mamans. Parce que là, ça permet de bien se poser, et puis le climat est plus serein pour réfléchir aux enjeux. Et puis, moi personnellement, je préfère opérer vers 23-24 plutôt que très proche de 26. Une question. Comment s'est passée la première intervention en juillet 2014 pour vous? Je dirais de manière très sereine. Ouais. Voilà, très sereine. Très sereine, on était prêts, on l'attendait, et elle est arrivée au bon moment. Le couple à qui on a proposé cette chirurgie-là et qui l'a accepté, on avait la certitude de la compréhension de l'intervention, des risques à prendre. Ils étaient extrêmement impliqués dans cette chirurgie tous les deux, et ça s'est passé complètement naturellement. C'est des choses qu'on avait répétées, on avait répété expérimentalement. On avait fait des interventions à Blanc ici, on avait vérifié la position du matériel, les personnes qui devaient être là. Tout le monde était prêt et ça s'est passé complètement tranquillement. C'est formidable, c'est l'intervention sans mauvaise surprise. C'est notre rôle, je veux dire, ça devrait être comme ça toujours. C'est-à-dire que la chirurgie, c'est pas l'aventure, ça doit être la routine, c'est comme l'aviation, tout doit se passer de manière complètement réglée. Pour une sage-femme de mon équipe qui ne connaissait pas cette chirurgie et qui était là pour cette première, je crois que sa réflexion résume tout à fait l'ambiance qui régnait en salle d'opération. Elle nous a dit que c'était très étonnant parce qu'on avait l'impression de visiter une équipe qui fait ça depuis de nombreuses années. Mais M. Zerra dit, c'est une répétition comme dans l'aéronautique, c'est-à-dire que chaque temps de l'intervention à la seconde près a été répété plusieurs fois. Et puis, je crois pour tous les deux, c'est des années de chirurgie fétale chez l'animal qui font qu'il y a des gestes, il y a des réflexes, il y a une approche qui est maintenant qui nous imprègne complètement dans notre pratique. La jeune femme opérée est-elle restée hospitalisée ou est-elle retournée au domicile jusqu'à la fin de sa grossesse? Alors, on prend en compte l'éloignement des patientes par rapport à notre centre. Et donc pour cette patiente, il y a eu un retour à domicile qui s'est fait après une huitaine de jours d'hospitalisation ici à Trousseau. C'est presque de la chirurgie ambulatoire chez vous. On n'est pas là encore. On n'en est pas là. Mais c'est finalement un séjour qui n'est pas si long que ça pour les patientes. Et puis ensuite, elle est retournée à la maison, loin de Paris, pendant plusieurs semaines. Et puis on recommande que les mamans soient proches de nous à partir de 6 mois et demi. Sans trop de problème de transport par ambulance? Non, ça on a pu gérer ça très très bien. Et puis on a la chance là autour de Trousseau d'avoir des structures mère-enfant qui peuvent assurer l'hébergement de ces femmes et de leurs familles d'ailleurs dans les semaines qui précèdent la date de naissance supposée, parce que c'est toujours un petit peu une surprise. Mais par contre pour elle, il y avait un vrai contrat entre nous de repos absolu. Ah bah oui. C'est-à-dire que c'était des mamans qui rentraient chez elles, mais qui ne retravaillaient pas, ça se comprend parfaitement. qui étaient soulagées de leur tâche ménagère. Absolument. Parce qu'un arrêt pendant plusieurs mois, absolument. C'est un vrai problème. Mais c'est un choix pour les femmes qui impactent beaucoup de choses dans leur vie quotidienne, dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, et ça fait partie aussi des enjeux. On doit pouvoir les discuter, mais il faut dire aux femmes, attention, parce que ensuite là c'est un peu une vie dans du coton, il ne faudra plus rien faire, et donc c'est une parenthèse jusqu'à la naissance de l'enfant, et puis
tout ce qui est autour ne doit pas exister ou ne doit pas être source de contrariété ou de contrainte pour vous. Quelles sont les répercussions pour une grossesse ultérieure pour ces jeunes femmes qui ont été opérées in utero? Alors les répercussions, elles sont celles liées au fait que à un moment de leur vie, ces patientes ont eu une ouverture du corps utérin sur quelques centimètres. Alors, c'est un élément à prendre en compte, bien sûr, pour les grossesses ultérieures, mais ça ne les empêche pas. Ça ne les empêche pas. Mais ça les limite peut-être. C'est quelque chose qui est encore l'objet d'études de par le monde, mais je rappelle qu'il y a diverses situations qui existent déjà en médecine où il y a eu un abord chirurgical de l'utérus. Je pense aux femmes par exemple qui ont été opérées de fibromes, vous savez, qui sont des espèces de gros noyaux fibromateux qu'on va retirer, qui sont enchâssés dans le muscle utérin, et ça aussi, ça représente un exemple d'abord chirurgical d'un utérus qui plus tard pourra devenir un utérus gravide avec une grossesse, mais c'est un élément à prendre en compte effectivement. Là, les suites de l'intervention sont très confortables par les patientes parce que on prend le parti pris, c'est une intervention qui est faite bien sûr sous anesthésie générale, et on prend le parti pris en plus de placer un petit cathéter pour faire comme une anesthésie péridurale, ce qui permet d'assurer un confort, je crois, excellent des patientes dans les... Donc l'accouchement se passe sans problème. Dans les 48 heures qui suivent l'intervention. Et puis ensuite l'accouchement se fait par césarienne, et les suites sont celles d'une césarienne. Il y a nécessité d'une césarienne. Oui, parce que comme on a procédé à un abord de l'utérus en cours de grossesse, on considère que la cicatrisation du muscle utérin n'est pas encore totalement achevée, et donc on ne veut pas prendre le risque avec les contractions liées au travail, cette cicatrice s'abîme ou se déchire. Donc les femmes sont informées de cela. Cette chirurgie fœtale impose une naissance par césarienne pour la grossesse en cours, et le plus souvent pour les grossesses ultérieures également. Le nombre de couples qui ont une prévention correcte, comme vous savez, reste en France médiocre. Marginal. Et on a retrouvé la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait moins de 10% des couples qu'on a vus qui étaient au courant de l'existence de la prévention, et moins de 5% qui avaient une prévention qu'on pouvait estimer correcte. Ce que je ne voudrais pas, c'est que cette intervention elle a quelque chose de magique. On disait tout à l'heure, voir dans les 10 jours qui suivent la réparation prénatale, le cervelet reprendre sa place, les ventricules cesser leur dilatation, nous qui connaissons bien cette malformation, ça a vraiment quelque chose de magique. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que cette technique nouvelle, qui emballe beaucoup la communauté médicale et scientifique, fasse que on rentre dans une espèce de compétition où tout le monde veut en être un petit peu, et que ça se fasse au détriment à la fois de la qualité des soins, on a dit tout à l'heure, des années de préparation de toutes les équipes, obstétriciens, neurochirurgiens, anesthésistes, et que ça se fasse au détriment du choix des patients, et qu'il y ait une sorte de glissement, parce que tout à l'heure on présentait les choses comme une forme de sélection, mais ça n'est pas le cas, c'est une bonne indication dans une bonne situation. Et on sait qu'en médecine, et ça dépasse le champ de la médecine fœtale, quand on est rentré dans une espèce de course effrénée pour le nombre de cas faits, on finit par être déraisonnable. C'est-à-dire qu'on a oublié le bien d'une maman et du petit patient dont on s'occupe avant la naissance. Et ça, je crois qu'il faut qu'on l'ait tous à l'esprit. Ça engage la communauté médicale et scientifique dans son ensemble, et je crois qu'il est important que les couples aient aussi cet élément à l'esprit. Et puis enfin, il y avait aussi notre volonté était celle de simplifier la vie aussi à des gens qui déjà sont confrontés à l'annonce d'une malformation qui n'est pas mineure, et qui, jusqu'à une période récente, devaient s'expatrier hors de France avec toutes les complications administratives que vous connaissez pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge. Et il nous est apparu que même si cette intervention allait concerner une minorité de couples confrontés à cette situation en période prénatale, la France devait offrir ce soin, et je partage le sentiment du professeur Zérin. Je crois qu'on va suivre les chiffres. Je vous disais tout à l'heure, à peu près 15%
après information de couples qui souhaitent cette intervention prénatale. Peut-être que dans 10 ans, ce sera 20% ou 5%, on va suivre les chiffres. Il faudra que l'offre médicale soit adaptée à la demande réelle, mais on ne s'avance pas beaucoup et je pense qu'on ne dit pas de bêtises en disant qu'il serait surprenant qu'il y ait une nécessité à ce qu'il y ait un nombre plus important que 2 centres qui, en France, organisent ce soin qui, encore une fois, est extrêmement spécifique et engage beaucoup de catégories de docteurs qui doivent avoir beaucoup de recul et d'expérience par rapport à cette malformation. Écoutez, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne continuation. Merci à vous. Merci de votre soutien. Nous vous suivrons, bien entendu, et vous avez tout notre soutien et nous sommes tout à fait prêts à vous aider au niveau information et tout ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Merci. Voilà.